Bonsoir Alice Pfeiffer. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux Inrocks, au Guardian, le quotidien anglais. Tout à fait. Et vous écrivez cet éloge de toutes les Françaises. Je ne suis pas parisienne. Tout à fait. Aux éditions Stock, que de clichés véhiculés par l'image de la femme française. Alors Alice Pfeiffer, vous nous enlevez un poids, puisque vous dites que la femme parisienne, elle n'existe pas. Vous dites même c'est une licorne. Tout à fait. Mais c'est une femme qu'on a quand même vue dans toutes les publicités qui existent. C'est-à-dire qu'on l'a vue en 2D, mais on l'a jamais vue en 3D. À quoi elle ressemble ? C'est toujours la même chose, c'est toujours la même. C'est une femme avec des talons de 12 cm, une baguette sous le bras, un panier en osier, Sartre qui dépasse de la poche, les cheveux encore mouillés, décoiffés. On n'a pas l'impression qu'elle a de métier, on n'a pas l'impression qu'elle prend le RER. Donc c'est une femme qui a une vie... On le devine par les vêtements, complètement spectaculaire. Vous dites la femme française ne grossit pas, fumez oui, mais délicatement. Et bien sûr, on ne vieillit pas, la marque du temps est vécue comme un échec. Tout à fait. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus qui s'appellent French Women Don't Get Fat, French Women Don't Get Facelifts. Donc les femmes françaises ne grossissent pas, les femmes françaises ne font pas de lifting. Donc ce serait une femme qui serait exemptée de toutes les normes et de tous les processus biologiques que traversent toutes les femmes. Donc qui est cette femme qui est intouchée par les calories ? Alors d'où vient ce mythe de cette femme française ? Alors je pense que c'est plusieurs choses. Je pense qu'il puise dans des moments de l'histoire française. Je pense qu'il puise dans les salons littéraires où des personnes comme Madame de Sévigné présentaient des livres, présentaient des ouvrages, avaient donc un vrai ancrage intellectuel. Il puise dans le look de la garçonne, qui a été d'ailleurs capitalisé par Coco Chanel, donc sur une femme qui porterait des vêtements d'homme, qui fume, et à mai 68 aussi. Donc, dans tous les cas, c'est des femmes qui seront plutôt d'un background intellectuel. C'est des femmes très minces, c'est des femmes qui sont dans un espèce d'état prématernel permanent. C'est la jeunesse absolue. Vous dites c'est du pur marketing. On vend une machine à rêve, mais cette femme n'est qu'un objet de consommation. D'ailleurs, il y a même eu un phénomène d'édition avec des bouquins qui vendent le mode d'emploi de la femme parisienne. Oui, tout à fait, mais je pense que le moment clé, ça a été la formation des groupes de luxe qui étaient globaux, mais étaient basés à Paris. Et donc, on a commencé un storytelling sur une ville qui serait encore romantique, où la femme serait finalement une continuation des macarons et du Champ de Mars. Vous expliquez également que ce mythe, ça autorise une sorte de sexisme décomplexé. D'ailleurs, vous en avez fait les frais. Vous en parlez dans votre livre. J'étais à la gare du Nord. J'étais encore étudiante en Angleterre et je commande en bonne anglaise une pinte et des frites. Je redemande des frites et le serveur me dit « Oh, vous n'allez pas prendre des frites quand même » en tapotant sur ses hanches pour m'expliquer que c'était pas c'était pas correct pour une fille comme moi. Et en fait, c'est cette proximité qui m'a beaucoup choquée parce que j'avais vécu 10 ans en Angleterre et c'est quelque chose qui est absolument, comme disent les Anglais, none of your business. Et en France, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Il y a une proximité latine, peut-être de pays méditerranéens, qui autorise les hommes à projeter des injonctions sur les femmes qui en sont prisonnières. Il y a vraiment une différence entre les deux pays. Effectivement, vous avez vécu adolescente en Angleterre. Vous avez senti la différence quand vous êtes rentrée en France ? Déjà, il y a un truc tout simple, c'est la parisienne est la plus mince d'Europe, et on est dans le pays le plus mince d'Europe, et l'anglaise, c'est exactement le contraire. Donc on a des filles de toute corpulence qui s'habillent avec toutes les modes qui passent, donc il n'y a pas de mode adapté aux plus minces ou aux plus grosses, c'est-à-dire que si on a envie de s'habiller comme une rockeuse en mini-jupe, on le fait. Et il y a une culture de la picole aussi qui est beaucoup moins assumée en France. On boit délicatement, on fait attention, on n'est jamais pompette, on fume et l'anglaise, elle, va au contraire essayer d'être presque la rivale des hommes, quoi, et de montrer qu'elle est capable d'elle-même. Et pourtant, la presse anglo-saxonne adore le cliché de la femme parisienne. Ah oui, ils sont hyper clients, et les Américains encore plus. C'est incroyable le nombre de films qui ont été produits. Midnight in Paris de Woody Allen, 2 jours à Paris, Before Sunset, After Sunset, il me semble, avec Julie Delpy. Ouais. C'est des créneaux incroyables. Dans Gossip Girl, la série, elle se retrouve évidemment au Louvre. Ça véhicule toujours ce mythe. Oui, toujours. Donc finalement, cette Parisienne, n'existe-t-elle pas un peu ? Parce que vous en parlez finalement comme si elle était là, elle existe aussi. À quoi elle ressemble, la vraie Parisienne ? La Parisienne, le problème, c'est qu'on calque un modèle qui est en fait, entre les lignes, un modèle d'une femme bourgeoise, blanche, privilégiée, très jeune, très mince. Et ça laisse beaucoup de place. Qu'est-ce que ça pas reflète ? grand-chose. Non,
Je pense qu'on a du mal à avoir aujourd'hui un visage national qui n'est pas celui de la Marianne ou la figure de proue que sont ces femmes. On n'est pas prête à avoir de la diversité en France, je pense. Vous dites que ça reflète un mépris de classe également. Un mépris Pourquoi? de classe, une forme de racisme. Il y a des mots que j'ai analysés dans le livre, par exemple le mot parvenu. Ce qui est très choquant en France, c'est que le mot parvenu, ce serait une forme d'échec ou de tricherie. En Angleterre, ça s'appelle une self-made woman, une femme qui s'est faite elle-même, et c'est un compliment. Une success story. Une success story, exactement. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui a toujours été validé, applaudi, et en France, ça dénote juste d'un mépris de classe assez scandaleux, je pense. Dans votre livre, vous étriez aussi d'autres stéréotypes, Alice Pfeiffer. À côté de la parisienne, il y a la cagole, la beurette, la cougar. Qu'est-ce que ça dit, ces surnoms-là? Ça veut dire qu'on n'a pas d'alternative, il n'y a pas de possibilité d'autres femmes respectables au même niveau que la parisienne. Oui, parce qu'il y a du mépris derrière ces surnoms-là. Il y a du mépris, c'est des surnoms, c'est des femmes qui existent, c'est des femmes poil à gratter, quoi. C'est une moquerie qui fait que le seul modèle légitime qu'il y a reste la femme parisienne. Et les restants sont en miroir, en fait, une véridique et beaucoup d'autres qui sont présentées comme des erreurs. Est-ce que vous avez essayé de lui ressembler à cette femme parisienne mythique? Inconsciemment, je crois que je suis arrivée et je m'habillais comme le chapelier fou. Et je vois 10 ans plus tard, en fait, je suis en noir et je fume comme un pompier. Donc, c'est pas. Je crois que c'est une pression inconsciente qu'on ressent toutes. Et il y a un moule qui nous attend, qui n'est pas parfois imposé de façon complètement visible et consciente. Est-ce qu'on peut s'en démarquer? Est-ce que, je ne sais pas, on peut déconstruire cette image de femme mythique? Je pense qu'il y a des personnages comme Aya Nakamura, par exemple, qui pour moi sont les vraies parisiennes. Une chanteuse de rap, avec la langue bien pendue, qui est libre dans sa sexualité, qui ne se cache pas d'avoir un enfant, qui est, pour moi, la vraie parisienne, c'est elle. Est-ce qu'il y a une responsabilité qui revient aussi, je ne sais pas, au pouvoir public ou aux marques, peut-être, dans ce qu'on véhicule comme fiction? Je pense que, par exemple, les marques de sous-vêtements, même si elles vont avoir quelques personnages qui vont défiler pendant leur show, je pense à Etam, par exemple, qui va avoir des filles plus rondes. Est-ce que l'offre est en supermarché? En général, il va y avoir une mannequin un peu plus ronde, bonne conscience, mais une fois qu'on rentre dans les boutiques, les clientes sont renvoyées sur le site web. Parce qu'il n'y a pas leur taille, vous voulez dire? Parce qu'on ne stocke pas leur taille, par exemple. Au-dessus, en gros, de quoi? Au-dessus du 42, c'est fini. D'accord. Ouais, donc, et on leur dit, Gabrielle Dédier, qui est l'auteur de On n'est pas grosse, qui se bat contre la grossophobie, pour raconter que oui, effectivement, on ne voulait pas d'elle dans la boutique la boutique Amiral, et c'était un corps honteux, c'était un corps caché, et non, on a encore l'idée qu'une femme merveilleuse comme il le faut est toujours maigrichonne. Ce cliché, il fait des dégâts pas seulement chez nous, mais aussi à l'étranger. Alors, vous racontez quelque chose d'incroyable, que certains vacanciers développent carrément le Paris syndrome, le syndrome de Paris, terrible, qui touche des touristes, en gros, confrontés à la réalité de la capitale. Expliquez-nous. En fait, il y a quelque chose de très drôle, c'est que l'image véhiculée de Paris, il ne faut pas oublier qu'en France, les revenus principaux sont comme le tourisme et le luxe, entre autres. Du coup, il y a une disneyfication de Paris et une image divulguée qui nous raconte une ville... où il fait bon vivre et où tout le monde est beau. Tout en architecture haussmannienne et en jolis ponts et en jolis vélos hollandais. Et ils arrivent ou à Roissy, et donc traversent toute la banlieue, ou ils arrivent à Gare du Nord et sont dans un quartier populaire, ils sont choqués. Parce qu'on n'a pas vendu du tout cette image-là, que les points d'arrivée sont exactement pas ce à quoi ils rêvaient. Et vous racontez qu'il y a des couples qui ont carrément attaqué la ville en justice car la population avait ruiné leur lune de miel. Ouais. C'est une réalité. Mais oui, ça s'est vraiment bien passé. sûr. Et c'est sur TripAdvisor, c'est des sites comme ça. C'est des gens qui disent mais le serveur était pas poli. Le commentaire des frites, je suis pas la seule. S'il me l'a dit à moi, je suis pas la seule qui l'a entendu, qui s'est fait remettre à sa place et tirer et enquiquiner pour ça. Donc. Est-ce que le Parisien il existe lui aussi, ce Parisien mythifié? Oui, il existe. Je pense que c'est la pression silencieuse. Mais il y a un truc très drôle, c'est que on demande en anglais. Is he gay or is he French? Est-il gay ou est-il homo? Et en fait, ou français. Ou français.
Et si les Français, en fait, et ce mâle à la Serge Gainsbourg, qui est un homme assez sophistiqué, en fait, c'est un mâle qui n'a pas peur du tout d'être pris pour un gay, il a peur d'être pris pour un beauf. Et là, vraiment, on sent c'est une performance de classe qu'il est en train de mettre en place. Donc ce Parisien mythique aussi existe, mais dans les livres. Il existe dans les livres, c'est toujours un homme. Alors quand il se promène, il se promène dans la rue avec un foulard, en lisant Libération et sans les mains parce qu'ils sont... non, c'est un mec avec une grande mèche, c'est l'écharpe, la figure de l'intellectuel. Bon, ben merci à vous Alice Pfeiffer. Je rappelle le titre de votre livre, Je ne suis pas parisienne, éloge de toutes les Françaises, c'est chez Stock. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.